S'il savait seulement ce qu'il faut endurer pour devenir milliardaire. Les poumons de Kin brûlaient tandis qu'il traversait à toute allure l'obscurité de la forêt. Les branches déchiraient sa peau comme des griffes enragées. Derrière lui, des voix chuchotaient son nom, de plus en plus proche à chaque battement de son cœur. Sa main serrait une bourse en cuir tachée de sang, dont le contenu s'entrechoquait contre sa poitrine haletante. La lumière de la lune perça la canopée devant lui. Il trébucha, ses jambes cédant sous lui, et s'effondra lourdement. Sa paume heurta quelque chose de froid et métallique. Un bracelet en or, celui du chef Zuberi. Il brillait à côté d'une flaque d'eau si noire qu'elle semblait avaler la lumière elle-même. Le reflet de Kin le fixait, mais les yeux n'étaient pas les siens. Il luisait faiblement, doré. Il essaya de reculer, mais son corps refusait d'obéir. L'eau frémit, bien qu'il n'y ait pas de vent. Des mains, pâles comme des os, émergèrent de sous la surface. Non, non, s'il vous plaît. Son cri résonna à travers les arbres. Les mains agrippèrent ses chevilles, le tirant avec une force impossible. L'eau froide se précipita dans sa bouche alors qu'il sombrait. La dernière chose qu'il vit fut une marque brûlante apparaître sur son poignet, un symbole étrange qui brillait comme du feu sous l'eau. 6 mois plus tôt, la ville d'Oudiako n'avait jamais rien vu de tel. 3 voitures dorées avançaient lentement sur la route principale poussiéreuse, leur peinture captant la lumière du soleil comme du feu liquide. Des enfants couraient à côté, riant et pointant du doigt. Les femmes du marché s'arrêtaient, interrompant leurs négociations pour les regarder. Les voitures s'arrêtèrent sur la place du village. Un homme en descendit, grand et vêtu de lin blanc, trop propre pour l'air poussiéreux. Son sourire était large et chaleureux. Des bagues en or décoraient chacun de ses doigts. Il leva les 2 mains en signe de salut. Mon nom est chef Zuberi. Sa voix résonna sans effort. Je suis revenu chez moi pour partager mes bénédictions. La foule murmura, excitée. Personne ne se souvenait de son visage, mais il parlait leur dialecte parfaitement, connaissait les noms de leurs rivières et de leurs collines. En quelques heures, le chef Zubi acheta l'ancien complexe au Kafur. Dès le soir, il avait offert des générateurs à 3 églises. Le lendemain matin, ses ouvriers construisaient un nouveau marché avec du vrai béton et des toits en tôle. Le pasteur Chukui le bénit publiquement. Dieu nous a envoyé un ange. Les jeunes se rassemblaient autour de ces voitures pour prendre des photos. Les anciens approuvaient d'un hochement de tête. Le chef Zuberi leur sourit à tous et dit doucement, « La richesse est une rivière. Seuls les courageux boivent à sa partie la plus profonde. » Kin essuya l'huile de ses mains et fixa son petit atelier de mécanique. 2 motos cassées et un générateur rouillé. C'était toute son entreprise. À 26 ans, il n'avait que des mains calleuses et une mère fatiguée à la maison. Son meilleur ami, Obi, apparut à l'entrée, souriant largement. Nouveaux souliers, nouvelle chemise, une chaîne en or autour du cou. Kin cligna des yeux, confus. Obi, où as-tu eu tout ça? Le cercle de prospérité du chef Zuber, répondit Obi, les yeux brillants d'excitation. Je t'avais dit de rejoindre, mais tu avais trop peur. Regarde-moi maintenant. Kin sentit quelque chose se tordre dans son estomac. De l'envie, peut-être. Ou alors, Obi, qu'as-tu fait pour obtenir cet argent? Obi rit. Rien de mal. Juste assister à des réunions, cruant la vision. Le chef voit du potentiel en des gens comme nous. Ce soir-là, Kin regarda Obi acheter une petite maison près du marché pour sa mère. La mère d'Obi pleurait de joie, bénissant le nom de son fils. La mère de Kin toussait dans la pièce voisine, ses flacons de médicaments vides une fois de plus. Tard cette nuit-là, une enveloppe crème glissa sous la porte de Kin. À l'intérieur, une écriture élégante, réunion de minuit. Demain, viens seul. Le chef Zuberi t'invite à boire à la rivière. Kin tint la lettre de ses mains tremblantes. Les portes du manoir s'ouvrirent silencieusement à minuit pile. Kin entra, son cœur battant si fort qu'il était sûr que tout le monde pouvait l'entendre. Des torches ébordaient le chemin vers une immense cour où 30 personnes étaient assises en cercle sur des nattes blanches. Le chef Zuberi se tenait au centre, à côté d'un grand bol en argent rempli d'eau. Mais cette eau n'était pas normale. Elle était noire, épaisse, et bougeait lentement comme de l'huile.
Bienvenue, Kin. La voix du chef Zuberi était douce. Tu as choisi d'être courageux. Kin s'assit, les jambes faibles. Tout le monde le fixait avec des sourires vides. Obi était là aussi, hochant la tête pour l'encourager, mais les yeux d'Obi semblaient différents. Distants. Le chef Zuberi laissa tomber une pièce dans l'eau noire. Le liquide commença à scintiller, devenant doré sous leurs yeux. La transformation était à la fois belle et terrifiante. La richesse reconnaît la richesse, murmura Zuberi. Parlez votre désir dans l'eau. Le cercle commença à chanter des mots que Kin ne comprenait pas. Le son devint plus fort, vibrant dans ses os. Il se sentit étourdi. Les torchers semblaient se pencher vers le bol. Et puis il l'entendit clairement, des chuchotements appelant son nom depuis l'eau. Il leva les yeux vers le chef Zuberi. Derrière l'homme, son ombre s'étendait sur le mur, mais l'ombre avait des cornes. Kin cligna des yeux. Les cornes étaient toujours là. Personne d'autre ne semblait les remarquer. La lumière du matin traversa la fenêtre de Kin. Il se réveilla avec un mal de tête lancinant et l'étrange sensation d'avoir tout rêvé, mais son téléphone vibra avec une alerte bancaire. Crédit, 500 000 naira nigérians. Kin fixa l'écran jusqu'à ce que ses yeux brûlent. Il vérifia à nouveau, l'argent était toujours là. Il n'avait jamais vu autant de zéros associés à son nom. En 3 jours, il répara le toit qui fuyait de sa mère. Il acheta de nouveaux outils pour son atelier. Il remboursa 6 mois de dette. Des clients apparurent soudainement de nulle part, louant son travail, apportant des tâches compliquées. L'argent coulait comme de l'eau d'un tuyau percé. Sa mère sourit pour la première fois depuis des mois. Dieu s'est enfin souvenu de nous, murmura-t-elle en touchant son visage. Kin voulait la croire. Il essaya d'oublier la cérémonie de minuit, l'eau noire, l'ombre cornue. Ce n'était probablement que son imagination, se disait-il. Juste des peurs qui jouaient des tours. Mais un soir, en passant devant le domaine du chef Zub, il remarqua un chien creusant frénétiquement près de la clôture. L'animal gémissait, grattant la terre avec une énergie désespérée. Kin s'approcha lentement. Le trou était profond. Au fond se trouvait une petite boîte en bois, partiellement exposée. Il l'attrapa et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une montre. La montre d'Obi, celle que son ami ne quittait jamais. Celle qu'Obi portait à chaque réunion. Kin courut chez Obi, la montre brûlant dans sa poche. Il frappa fort à la porte. Nosy, la femme d'Obi, ouvrit. Son visage était maigre, ses yeux creux et cernés d'obscurité. « Où est Obi » demanda Kin. La bouche de Nosy bougea automatiquement, comme une marionnette. Il est parti pour une expansion commerciale. Le chef Zuber l'a envoyé à l'étranger. Quand est-il parti? Il y a 2 semaines. Kin tendit la montre. Alors pourquoi ai-je trouvé ça enterré près du domaine de Zub? Nosy regarda la montre sans émotion. Aucune surprise, aucune confusion, rien. Ce n'est pas sa montre, dit-elle platement, et ferma la porte. Kin resta là, son sang se glaçant. Quelque chose n'allait pas, cette nuit-là. Il ne pouvait pas dormir. À 2 heures du matin, il alla dans la salle de bain pour s'asperger le visage d'eau. Il se regarda dans le miroir au-dessus du lavabo. Son reflet le fixait. Normal, fatigué, effrayé. Puis son reflet cligna des yeux 2 fois. Lui n'avait pas cligné des yeux du tout. Il recula, le cœur battant. Quand il regarda à nouveau, tout semblait normal. Mais en se retournant pour partir, une voix chuchota directement derrière son oreille, si près qu'il sentit un souffle froid sur sa nuque. « Ton cou est dans le livre de la rivière. » Il se retourna. Personne n'était là. Kin traversa le marché le lendemain matin comme un fantôme. Son esprit se brisait, essayant de donner un sens à des choses impossibles. Des miroirs qui mentent, des voix venues de nulle part, des amis disparus. Jeune homme. Une main osseuse agrippa son poignet. Une vieille femme se tenait devant lui, ses yeux laiteux de cécité. Il ne l'avait jamais vue auparavant. Pourtant, elle connaissait son nom. Kin, murmura-t-elle. Tes mains sentent la rivière humue. La mort arrive.
Quelle mort? Je ne comprends pas. Elle lui pressa quelque chose de petit et rugueux dans la paume. Un charme enveloppé dans un fil rouge. Quand la rivière t'appellera, tu ne devras pas répondre. M'entends-tu? Tu ne devras pas répondre. Qui es-tu? Ma Marie-Géi. J'ai prévenu les autres, mais ils n'ont pas écouté. Sa voix se brisa de chagrin. Fuis tant que ton ombre te suit encore. Kin ouvrit la bouche pour demander ce qu'elle voulait dire. Mais quand il cligna des yeux, elle avait disparu. Complètement. Les gens passaient à l'endroit où elle s'était tenue, agissant comme si rien d'étrange ne s'était produit. Cette nuit-là, Kin plaça le charme sous son oreiller. À exactement 3 heures du matin, il se réveilla en sentant de la fumée. Le charme brûlait, avec des flammes bleues qui ne se propageaient pas. Il le regarda se réduire en cendres en quelques secondes, ne laissant qu'une marque noire sur son drap. Au cours des 2 semaines suivantes, d'autres membres du cercle disparurent. D'abord, ce fut sœur Ada, la directrice de la chorale. Puis, l'oncle Emma, qui possédait le plus grand magasin, puis 3 étudiants universitaires. Un par un, ils disparurent discrètement. Le chef Zubi annonçait chaque départ avec le même sourire calme. Ils sont partis pour une expansion commerciale. Le cercle s'agrandit à l'international. Mais il remarqua quelque chose que personne d'autre ne semblait voir. Leurs comptes sur les réseaux sociaux disparaissaient. D'abord, les publications s'arrêtaient. Ensuite, les photos de profil devenaient noires. Puis, les comptes entiers disparaissaient, comme s'ils n'avaient jamais existé. Il commença à prendre des captures d'écran, à prendre des notes, à suivre les schémas. 12 personnes disparues en 3 mois. Aucune n'avait appelé sa famille. Aucune n'avait été vue dans les aéroports. La police ne posait aucune question. Le chef Zuberi avait fait don d'un nouveau véhicule de patrouille et soudain, la police n'était plus intéressée. Une nuit, l'ordinateur portable de Kin émit un son. Nouveau courriel. Le nom de l'expéditeur glaça son sang. Obi. Le message n'avait pas de ligne d'objet, juste 4 mots. Sors avant la 7e lune. La main de Kin trembla en tapant une réponse. Obi, où es-tu? Es-tu en vie? Le courriel revint immédiatement. L'adresse n'existe pas. Il fouilla l'historique de son ordinateur. Le courriel avait disparu. Aucune trace de son arrivée, mais il l'avait lu. Il savait qu'il l'avait lu. Le cercle organisa une fête de célébration dans le manoir du chef Zuber. Tous ceux qui avaient reçu des bénédictions étaient invités. La musique jouait. La nourriture débordait. Les gens riaient et dansaient. Kin assista, mais resta près des bords, observant. Quand le chef Zuberi s'éloigna pour saluer de nouveaux invités, Kin se glissa dans la maison principale. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il traversait des couloirs bordés d'œuvres d'art coûteuses. La plupart des portes étaient ouvertes, montrant des pièces ordinaires, mais une porte au bout du couloir était verrouillée avec un cadenas lourd qui semblait trop sérieux pour une chambre. Kin trouva une barre de métal dans une pièce de stockage et força la serrure. La porte s'ouvrit avec un long grincement. La pièce était sombre et froide, plus froide que toute pièce ne devrait l'être sous la chaleur nigériane. Des étagères tapissaient chaque mur, et sur ces étagères se trouvaient des dizaines de bocaux en verre. Chaque bocal contenait une eau trouble qui semblait luire faiblement. Kin s'approcha, son souffle formant de la buée dans le froid surnaturel. Chaque bocal avait une étiquette, des noms. Il les reconnut. Sœur Ada, l'oncle Emma, les étudiants universitaires, et là, sur l'étagère du bas, 2 bocaux côte à côte. Obi. Kin. Sa mâchoire était déjà à moitié remplie de la même eau noire que celle de la cérémonie. Tu n'étais pas invité ici, n'est-ce pas? La voix grave du chef Zuberi vint de l'embrasure de la porte. Kin se retourna, la gorge serrée par la peur. Le visage du chef Zuberi ne montrait aucune colère. Au contraire, il sourit gentiment, comme un père surprenant un enfant curieux. Il entra dans la pièce froide et ferma la porte derrière lui. Je comprends, dit-il doucement. Tu as peur. Tout le monde a peur au début. Le dos de Kin se colla contre les étagères. Qu'est-ce que sont ces bocaux? Où est Obi? Ceux-ci,
répondit Zuberi d'un geste décontracté. De l'eau énergétique symbolique. Chaque personne qui rejoint le cercle donne un petit morceau de son essence spirituelle. Cela nous aide à rester unis. Cela fait couler la prospérité plus fortement. Obi va bien. Il est à Dubaï en ce moment, vivant ses rêves. L'explication semblait raisonnable. Presque. Kin voulait désespérément y croire. Le chef Zuberi posa une main douce sur l'épaule de Kin. Viens, laisse-moi te montrer quelque chose qui apaisera ton cœur. Il conduisit Kin dehors, vers la fête. Là. Il lui présenta un coffret cadeau. À l'intérieur se trouvait une montre-bracelet coûteuse, en or et lourde. Elle valait probablement plus que tout l'atelier de Kin. Porte-la et souviens-toi, je ne veux que le meilleur pour toi, dit Zuberi. Kin mit la montre. Elle lui allait parfaitement. Magnifique. Il se sentit sot d'avoir été suspicieux. Peut-être avait-il exagéré. Peut-être que tout allait bien. Mais cette nuit-là, alors qu'il était allongé dans son lit, il jeta un coup d'œil à la montre. La trotteuse avançait. Tic, tac, tic. À l'envers. Le temps s'écoulait à rebours. Kin se réveilla à l'aube au son des cris de sa mère. Il courut dans sa chambre et la trouva effondrée par terre, haletante. Ses veines transparaissaient à travers sa peau, brillante d'une lumière dorée. À l'hôpital, les médecins firent des tests et ne trouvèrent rien. Sa tension artérielle est normale. Le cœur est normal, mais quelque chose se passe que nous ne pouvons pas expliquer, admit le médecin. Sa mère flottait entre conscience et inconscience, murmurant un mot sans cesse. Zuberi, Zuberi, Zuberi. Ce soir-là, le chef Zuber lui-même rendit visite à l'hôpital. Il entra avec des fleurs et une grande enveloppe blanche. Il la posa sur la table de chevet sans un mot, sourit à la mère de Kin comme pour la bénir, et partit. Kin attendit qu'il soit parti, puis ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait 2 millions de naira nigérians en billets neufs et une carte manuscrite pour son traitement. Ne pose pas de questions. Fais confiance au processus. Les mains de Kin tremblèrent. C'était de l'argent maudit. Il le savait dans ses os. Mais sa mère avait besoin de médicaments. Elle avait besoin de soins. Quel choix avait-il? Il sortit pour respirer, pour réfléchir. Le parking de l'hôpital était vide. Il sortit la carte, la fixant sous la lumière du réverbère. Puis, saisi par la colère et la peur, il la tint au-dessus d'un petit feu de déchets qui brûlait à proximité. La carte prit feu immédiatement. Mais la fumée qui s'éleva n'était pas grise. Elle était dorée. Et en s'élevant, la fumée forma des lettres dans l'air. Umuak. Cette nuit-là, Kin finit par s'endormir d'épuisement. Et dans son sommeil, la rivière vint le chercher. Il se tenait sur la berge d'une rivière sombre qui s'étendait à perte de vue dans les deux directions. L'eau n'était pas de l'eau, mais quelque chose de plus épais, se déplaçant avec une lente intelligence. Des poissons dorés nageaient juste sous la surface, leur bouche s'ouvrant et se fermant, mais ils ne faisaient pas de son de poisson. Il hurlait des noms humains. Obi, cria un poisson. Ada, hurla un autre. Ema, puis Kin, Kin, Kin. Le chef Zuberi apparut sur la rive opposée, vêtu de robe cérémoniale. Il tenait une calebasse remplie de quelque chose de sombre, du sang. Il le versa lentement dans la rivière. Là où le sang touchait, l'eau bouillait. Une voix de femme s'éleva des profondeurs. Ancienne et patiente. Une vie pour une fortune. Une âme pour une bénédiction. Tel est le pacte. Tel a toujours été le pacte. Zuberi s'inclina profondément. Le paiement est prêt. La rivière rit, un son semblable à des pierres qui s'entrechoquent. Kin essaya de fuir, mais ses pieds étaient ancrés dans la boue. Il ouvrit la bouche pour crier et se réveilla en sursaut dans son lit. Ses draps étaient trempés, mais pas de sueur. Ses pieds dégoulinaient d'eau de rivière. Du sable, noir et fin, était éparpillé sur son matelas. L'odeur de poisson pourri emplissait sa chambre. Il avait ramené la rivière avec lui. Il savait qu'il avait besoin d'aide au-delà de ce que les gens ordinaires pouvaient offrir. Il chercha Mamari pendant 3 jours, demandant à tout le monde au marché.
La plupart des gens prétendaient ne jamais avoir entendu parler d'elle, mais un vieux vendeur de vin de palme finit par lui indiquer la lisière de la forêt. Cherche la maison au mur en argile rouge. Mais attention, son frère n'aime pas les visiteurs. Kin trouva la maison alors que le soleil se couchait. Mamari Gei ouvrit la porte avant qu'il ne puisse frapper, comme si elle l'attendait. « Tu aurais dû fuir quand je te l'ai dit », dit-elle tristement. « Aide-moi à comprendre ce qui se passe. » Elle le conduisit à travers la maison jusqu'à une pièce à l'arrière où un vieil homme était assis sur une natte, entouré d'os d'animaux, d'herbes séchées et de figurines étranges. Ses yeux étaient perçants malgré son âge. « Voici mon frère, Okiri », dit Mamari Gei. Il connaît les vieilles histoires, les vraies histoires. Okiri fixa Kin longuement, puis parla d'une voix semblable à des feuilles sèches. Le chef Zuberi n'est pas un homme d'affaires. C'est un serviteur des esprits de la rivière Umu. Il y a 60 ans, un homme a passé un pacte avec cette rivière. Pour chaque fortune que les esprits accordent, ils exigent une vie en retour. Zuberi les nourrit depuis. Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Parce que les esprits lui ont promis une richesse éternelle et une vie éternelle. Tant que le pacte continue, il ne peut pas mourir. Okiri pointa un bol d'eau. Le reflet de Kin apparut, mais derrière lui se tenaient des dizaines de figures ombragées. Les personnes disparues, leurs bouches ouvertes en cris silencieux. « Ton nom, » murmura Okiri, « est déjà écrit dans la rivière. » Il prit une décision désespérée. Il renoncerait publiquement au cercle, rendrait l'argent, et briserait tout lien qui le reliait au chef Zuber. Il arriva au manoir lors de la prochaine réunion et annonça sa décision à tous ceux présents. « Je ne peux plus accepter cette richesse. Je ne sais pas quel prix elle porte, mais je n'en veux pas. » Un silence tomba sur la foule. Les gens le regardèrent comme s'il avait commis un blasphème. Mais le chef Zuberi sourit simplement avec chaleur. « Je comprends que tout le monde n'est pas prêt pour ce niveau de bénédiction. » Il posa les deux mains sur les épaules de Kin et parla fort pour que tous entendent. « Je te libère, Kin. Va en paix. Puisses-tu trouver ton propre chemin vers la prospérité. » La foule applaudit. Les gens embrassèrent Kin, lui disant qu'il était courageux, qu'il faisait le bon choix. Même Zuberi semblait sincèrement gentil, le raccompagnant personnellement à la porte. « Pas de rancune, » dit Zuberi en lui serrant la main. Kin rentra chez lui en se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Peut-être que c'était fini. Peut-être qu'il était libre. Pendant une semaine, tout fut paisible. La santé de sa mère se stabilisa. Son atelier continua de bien marcher grâce à son propre travail acharné. Il dormit sans cauchemar. La peur commença à s'estomper. Mais le 8e matin, sa mère l'appela dans la salle de bain. « Kin, viens vite. » Il la trouva debout devant un miroir, des larmes coulant sur son visage. Son reflet avait disparu. Le miroir montrait la salle de bain, les serviettes, le lavabo, mais là où elle se tenait, il n'y avait que du vide. Sa mère tomba dans le coma cet après-midi-là. Les médecins ne pouvaient pas l'expliquer. Son corps était en bonne santé, mais son esprit était parti ailleurs. Elle gisait dans le lit d'hôpital, respirant, mais absente. Ses yeux bougeant rapidement sous les paupières closes, comme si elle voyait des choses terribles. Kin courut chez Okiri et trouva l'herboriste attendant à la porte. « L'esprit ne peut pas te réclamer parce que tu as renoncé au pacte, » expliqua Okiri. Alors il fait ce qu'il fait toujours quand quelqu'un essaie de s'échapper. Il prend ce que tu aimes le plus. Ta mère est prise entre ce monde et la rivière. Si tu ne fais rien, elle se noiera dans ses propres rêves en 7 jours. Que puis-je faire? Dis-moi. Tu dois aller à la source. Trouve l'endroit où le pacte original a été conclu et brise-le avant que les esprits ne complètent leur réclamation. Cette nuit-là, Kin s'assit dans la chambre d'hôpital de sa mère, tenant sa main froide. Les machines bipaient régulièrement. Dehors, le tonnerre grondait dans le ciel, bien qu'il ne pleuve pas. À minuit pile, la télévision accrochée au mur s'alluma toute seule. Aucune chaîne ne passait, juste des parasites. Puis les parasites disparurent, et le visage du chef Zuberi remplit l'écran. Il ne souriait plus. L'offrande doit être complétée. La voix de Kinberry résonna des haut-parleurs.
Tu ne peux pas briser ce qui est déjà brisé. Tu ne peux pas échapper à ce qui t'a déjà réclamé. À la 7e lune, la rivière aura ce qui lui est dû. La télévision explosa en une pluie d'étincelles, et Kin resta assis dans l'obscurité, sachant que sa guerre ne faisait que commencer. Kin ne pouvait plus attendre. S'il fallait briser la malédiction en détruisant le pouvoir de Zuber, il commencerait par ses bocaux. Il s'introduisit dans le manoir à l'aube, quand les gardes étaient les plus endormis. La porte de la pièce verrouillée s'ouvrit facilement cette fois, comme si elle l'invitait à entrer. Les bocaux étaient là, attendant sur leurs étagères, brillant faiblement dans l'obscurité. Kin attrapa le premier étiqueté au nom de sa mère et le brisa par terre. De l'eau noire se répandit sur les carreaux, mais ce n'était pas de l'eau. C'était du sang. Épais, sombre, qui se déplaçait contre la gravité, grimpant le long des murs. Il brisa un autre bocal. Sœur Ada, plus de sang se déversa, et cette fois, il entendit sa voix hurlant de l'intérieur. « Arrête !» La voix calme du chef Zuberi vint de l'embrasure de la porte. Il se tenait là, en robe blanche, l'air plutôt amusé qu'en colère. « Tu ne peux pas détruire ce que tu dois. Chaque bocal que tu brises ne fait que rendre la dette plus forte. » Kin attrapa un autre bocal et le lança aux pieds de Zuber. Le chef ne bougea pas. Le verre se brisa, mais le sang contourna Zuber comme s'il était protégé par un bouclier invisible. « Tu ne comprends pas ce avec quoi tu joues, » dit Zuber doucement. Kin sortit des allumettes, celles qu'il avait apportées précisément pour ce moment. Il en alluma une et la jeta dans le sang qui s'étendait. Le feu s'embrasa instantanément, se propageant le long des murs et à travers le plafond. La fumée remplit la pièce, mais le chef Zuber traversa simplement les flammes, complètement intact. Ses robes blanches ne brûlèrent pas. Sa peau ne cloqua pas. Il était au-delà du feu, au-delà de la douleur. « Tu ne peux pas tuer ce que la rivière a rendu immortel, » murmura-t-il. Kin s'enfuit. Okiri donna à Kin une carte grossière dessinée sur une peau d'animal. Le sanctuaire est profond dans la forêt, près de la rivière Umuak. Personne n'y va plus. Les esprits s'en sont assurés. Kin voyagea à pied, suivant la carte à travers une épaisse brousse. Des sons étranges le suivaient. Des oiseaux qui pleuraient avec des voix humaines. Des singes qui le regardaient avec des yeux trop intelligents. La forêt elle-même semblait consciente de sa présence. Des branches s'étiraient pour ralentir sa progression. Après 6 heures de marche, il le trouva. Un sanctuaire de pierre couvert de mousse et de lianes, à moitié effondré, mais toujours debout. Des sculptures couvraient chaque surface. Des images de personnes agenouillées devant un serpent massif au visage de femme. Dans les spires du serpent, des piles de pièces et de crânes. Kin étudia les sculptures attentivement. Une image montrait un homme qui ressemblait exactement au chef Zuberi, bien que la sculpture soit clairement vieille de plusieurs décennies. L'homme était agenouillé devant le serpent, offrant une calebasse de sang. Au-dessus de la scène, des mots étaient gravés en ancien igbo. Kin traça les lettres avec ses doigts, traduisant lentement. Pour chaque pièce prise dans la bouche de la rivière, une âme doit se noyer en paiement. Ce pacte ne peut être brisé par les vivants, seulement par les morts qui se souviennent de leur nom. Alors qu'il finissait de lire, la sculpture commença à bouger. Les yeux de pierre du serpent clignèrent, sa bouche s'ouvrit, et un vrai serpent, petit et noir, glissa hors de la pierre comme si la sculpture était une porte. Le serpent regarda Kin et parla de la voix du chef Zub. « Tu n'aurais pas dû venir ici. » Cette nuit-là, Kin s'assit au bord de la rivière, fixant l'eau sombre. La carte l'avait conduit ici pour une raison. Le pacte avait été conclu ici. Peut-être pouvait-il être rompu ici aussi. Comme s'il avait été convoqué par ses pensées, l'eau commença à briller. Une figure émergea des profondeurs. Une femme faite d'eau de rivière et de lumière dorée. Elle était à la fois belle et terrible. Ses yeux, anciens au-delà de toute mesure. Tu es celui qui brise les bocaux et brûle les maisons. Sa voix était comme de l'eau sur des pierres. Pourquoi combats-tu ce qui a déjà été décidé? Ma mère est innocente. Prends-moi si tu le dois, mais laisse-la partir. L'esprit de la rivière rit. L'innocence ne signifie rien pour la rivière. Ton ami Obi était innocent. Sœur Ada était innocente.
Ils étaient tous innocents. Mais ils ont bu de la richesse de la rivière. Et donc, ils ont payé le prix de la rivière. Alors que veux-tu de moi? L'esprit se rapprocha, sa forme changeant et ondulant. Je vais te proposer un choix, Kindudako. Donne-moi volontairement le dernier souffle de ta mère. Prononce les mots de reddition, et je libérerai ton âme du pacte. Tu seras libre. Les mains de Kin se serrèrent en poing. Jamais. La rivière commença à bouillir autour de lui. Alors je vous prendrai tous les deux. À la 7e lune, quand l'eau sera à son plus haut, toi et ta mère vous noierez ensemble. Ton choix ne change rien. Pourquoi? Hurla Kin. Pourquoi as-tu besoin de nos morts? Qui gagnes-tu? Le visage de l'esprit se tordit d'une tristesse ancienne. Je n'ai pas besoin de vos morts, garçon. J'ai besoin que l'immortalité de ton chef prenne fin. Chaque âme qu'il me donne le lie plus fortement à cette terre. C'est lui qui ne veut pas lâcher prise. Quand Kin revint en ville, tout s'était retourné contre lui. D'une manière ou d'une autre, la nouvelle s'était répandue qu'il était celui qui avait brûlé le manoir du chef Zuber. La police le recherchait. Son atelier avait été vandalisé. D'anciens amis traversaient la rue pour l'éviter. Le chef Zuberi apparut à la radio locale, sa voix pleine de fausse tristesse. J'ai essayé d'aider le jeune Kin, mais des esprits maléfiques l'ont possédé. Il est dangereux maintenant. Je crains pour notre communauté. En quelques heures, les gens chassaient Kin. Pas seulement la police, mais des citoyens ordinaires qui croyaient les mensonges de Zuber. Ils se cachaient dans des bâtiments abandonnés, mangeant ce qu'ils pouvaient trouver, dormant par bribes, dans des moments désespérés. Sa mère restait dans le coma. Il ne pouvait même pas lui rendre visite. L'hôpital avait reçu l'ordre d'avertir la police s'il apparaissait. Puis Mamari le trouva dans sa cachette. Son visage était strié de larmes. Mon frère est mort. Ils l'ont trouvé ce matin près de la rivière. Ils disent que c'était un accident, mais je connais la vérité. Zuberi l'a fait taire. Elle pressa un papier froissé dans la main de Kin. Ces derniers mots, ces dernières instructions pour toi. La note était écrite en lettres tremblantes. Brise le pacte à la lumière de la lune où tous se noieront. Le crâne original est enterré là où le paiement du faux a été fait. Seul le sang du volontaire peut laver le sang du prix. Kin fixa les mots, essayant de comprendre. Quel crâne? Mais quand il leva les yeux, Mamari avait déjà disparu. Disparu dans les ombres comme un fantôme. La 7e lune se leva sur Udiako, énorme et rouge comme du sang. Kin le sentit dans ses os. Cette nuit-là, tout se terminerait. D'une manière ou d'une autre. Il rassembla ce qu'Okiri lui avait laissé, des charmes protecteurs faits de feuilles amères, un pot en argile et un couteau qui sentait des herbes étranges. Il prit aussi une photo de sa mère, la pressant contre son cœur. À l'hôpital, le coma de sa mère s'était approfondi. Les machines montraient son cœur ralentir, ses respirations s'espacer. Les médecins dirent à son oncle qu'elle ne survivrait pas une autre journée. Dans sa cachette, Kin s'assit en tailleur et ouvrit le dernier bocal qu'il avait volé dans le manoir de Zuber, celui avec le nom de sa mère. À l'intérieur, l'eau dorée était devenue rouge foncé. Elle était chaude, bien qu'aucun feu ne la réchauffât. Des bulles montaient de l'intérieur, éclatant à la surface avec de doux chuchotements de la voix de sa mère l'appelant par son nom. Le tonnerre gronda dans le ciel. La 7e lune montait plus haut. Kin savait que Zuberi serait à la rivière cette nuit, accomplissant le rituel final qui compléterait l'offrande de sa mère. Kin attacha le couteau à sa taille, mit les charmes autour de son cou et souleva soigneusement le pot en argile. Selon la note d'Okiri, il devait apporter de la terre du lieu de naissance de sa mère et de l'eau de ses larmes. Il avait récolté les deux quelques jours plus tôt. La bataille finale approchait. La rivière attendait, et Kin était prêt à se noyer si cela signifiait que sa mère respirerait. La berge de la rivière était bondée quand Kin arriva. Des dizaines de partisans du chef Zuber se tenaient en cercle, vêtus de robes rouges et chantant dans une langue qui faisait mal aux oreilles de Kin. Des torches brûlaient malgré la pluie lourde qui avait commencé à tomber. Au centre du cercle, le chef Zub se tenait devant un autel de pierre. Et flottant dans l'eau peu profonde derrière lui,
enveloppé dans un linceul blanc, se trouvait le corps de sa mère. D'une manière ou d'une autre, il l'avait prise à l'hôpital. Ses yeux étaient fermés, sa poitrine à peine soulevée. « Arrêtez !» hurla Kin en courant vers l'avant. Les partisans se déplacèrent pour le bloquer, mais Uberi leva une main. « Laissez-le venir. Laissez-le regarder la rivière réclamer ce qui lui est dû. » Kin se fraya un chemin à travers la foule et tomba à genoux au bord de l'eau. « Prends-moi à la place. Laisse-la vivre. » Zuberi le regarda presque avec pitié. « Ça ne fonctionne pas comme ça, garçon. La rivière l'a choisi. Le pacte exige qu'elle paie. Ton intervention n'a fait que prolonger sa souffrance. Tu es un monstre. » « Non, » dit Zuberi doucement. « Je suis un survivant. Il y a 60 ans, j'étais comme toi. Pauvre, désespéré, et noyé dans le désespoir. La rivière m'a offert une issue. Je l'ai prise. Chaque année depuis, je l'ai nourrie de ce qu'elle demande. En retour, je vis éternellement et ne manque de rien. Éternellement. » Kin murmura. « Tu fais ça depuis 60 ans. » Zuberi sourit. « Plus longtemps. J'ai arrêté de compter après le 1er siècle. » Kin regarda avec horreur l'apparence du chef Zuberi commencer à changer. Sa peau prit une lueur dorée, reflétant la lumière des torchés comme du métal. Ses yeux brûlaient de flammes qui ne consumaient pas. Il se transformait, devenant quelque chose de plus qu'humain. « Tu ne peux pas me tuer, Kin, » dit Zuberi, sa voix résonnant avec une profondeur surnaturelle. « Je suis lié à la rivière maintenant. Ma vie est sa vie. Ma mort nécessiterait de briser le pacte lui-même, et ce pacte a été écrit dans du sang qui ne peut être lavé. » Mais Kin se souvenait de la dernière note d'Okiri. Le sang du volontaire peut laver le sang du pris. Il comprenait maintenant. Kin attrapa le bocal avec le nom de sa mère, se leva et le brisa contre l'autel de pierre de toutes ses forces. Le sang à l'intérieur explosa vers l'extérieur, et le corps de sa mère se convulsa violemment dans la rivière derrière Zuberi. Kin se coupa la paume avec le couteau aux herbes, laissant son sang couler dans le pot en argile de terre et de larmes qu'il avait apporté. Puis il versa le mélange entier dans la rivière où flottait sa mère. « J'offre mon sang volontairement » hurla Kin par-dessus le vent qui se levait. « Pas pris par la force, pas volé par la ruse. Je donne ma vie pour la sienne. Que le pacte soit équilibré. » La rivière entra en éruption. Une fumée dorée jaillit de l'eau comme un geyser. Et des esprits commencèrent à émerger des profondeurs. Obi, Ada, Emma, toutes les personnes disparues, leur forme faite d'eau et de lumière. Le chef Zuberi se prit la tête et hurla. Sa peau dorée commença à se fissurer comme de l'argile séchée. Les esprits des morts entourèrent le chef Zuberi, leurs voix s'unissant en un chœur d'accusation. Tu nous as nourris à la rivière. Tu as échangé nos vies contre ton immortalité. Tu as brisé l'équilibre. J'ai fait ce que je devais faire, hurla Zuberi en retour, mais sa voix faiblissait. J'ai survécu. La rivière est plus forte que toi, Zubi. Le pacte exigeait un échange égal, une vie pour une fortune, mais tu as donné de nombreuses vies pour une seule fortune. La tienne. L'équilibre a été rompu trop longtemps. La forme de Zuberi continua de se fissurer. Sous la lueur dorée, quelque chose d'ancien et de pourri transparaissait. Il se décomposait en temps réel. Il tendit la main vers Kin, désespéré. « S'il te plaît, aide-moi. Je peux te donner n'importe quoi. Une richesse sans mesure. Un pouvoir sans limite. » Mais Kin vit le visage d'Obi dans la foule d'esprits. L'expression de son amie n'était pas en colère. Elle était triste, fatiguée, prête à se reposer. L'esprit d'Obi murmura un mot. « Laisse-le partir. » Kin recula. « Je ne te sauverai pas. Toutes ces personnes méritent de vivre. Mon ami mérite de vivre. » Les esprits se déplacèrent comme un seul, attrapant Zuberi avec des mains faites d'eau. Il hurla alors qu'il le traînait vers la rivière. Son corps était presque entièrement décomposé maintenant. Rien que des os enveloppés de lumière dorée. La rivière exige un paiement. La voix de l'esprit retentit. Pour chaque âme que tu as prise, tu devras te noyer 1000 fois. Zuberi fut tiré sous l'eau.
L'endroit où il avait disparu s'embrasa, brûlant à la surface en des flammes impossibles. Puis le silence. Le feu s'éteignit. Les esprits disparurent un par un, leurs formes se dissolvant en une brume paisible. Les partisans en robe rouge s'effondrèrent, libérés de tout contrôle qui les liait. Ils regardèrent autour d'eux, confus, comme s'ils se réveillaient d'un long rêve. Kin courut vers sa mère. Elle flottait paisiblement maintenant, le linceul blanc s'éloignant. Il la tira de l'eau, la posant sur la berge boueuse. Sa peau était froide, ses lèvres bleues. « Maman, s'il te plaît » murmura-t-il en collant son oreille à sa poitrine. « Respire, s'il te plaît. » Rien. Pas de battement de cœur, pas de souffle. Puis ses yeux s'ouvrirent. Elle respira profondément, toussant de l'eau de la rivière. « Kin, où suis-je » Il la serra, sanglotant de soulagement. « Tu es en sécurité. Tu es en sécurité maintenant. » Mais alors qu'il l'aidait à se relever, Kin sentit quelque chose de mauvais, une sensation étrange sur son poignet. Il baissa les yeux et vit la marque qui était apparue quand il avait sombré dans la rivière pour la première fois. Le symbole brillait plus que jamais, pulsant d'une lumière dorée. Sa mère le remarqua aussi. « Qu'est-ce que c'est ?» La voix de l'esprit de la rivière résonna une dernière fois au-dessus de l'eau. Le pacte est brisé, mais l'équilibre doit être maintenu. Une vie a été offerte volontairement. Cette offrande ne peut être reprise. Kin comprit. Son sang dans la rivière n'était pas seulement symbolique. C'était un contrat. Non, murmura sa mère, agrippant son bras. Non, tu ne peux pas. Tout va bien, maman, dit Kin doucement. Tu es libre. C'est tout ce qui compte. La marque sur son poignet brûla plus fort. Ses jambes commencèrent à marcher vers l'eau d'elle-même, tirées par des cordes invisibles. Kin hurla sa mère, essayant de le retenir, mais ses bras faibles ne purent l'arrêter. Il entra dans la rivière. L'eau était chaude maintenant, accueillante. Alors qu'elle montait jusqu'à sa poitrine, il se retourna pour voir sa mère tendre la main vers lui, des larmes coulant sur son visage. « Vis bien, maman » murmura-t-il. « Dis à tout le monde la vérité. » L'eau se referma sur sa tête. Et puis, le calme. 3 semaines passèrent. Les pluies finirent par cesser, et Oudiako commença à guérir. Le manoir du chef Zuber se délabrait, vide, comme si des décennies de décrépitude avaient été retenues et se précipitaient maintenant. Ses voitures s'avérèrent être louées. Ses comptes bancaires étaient vides. Tout n'avait été qu'illusion. De la fumée et des miroirs alimentés par des âmes volées. Les familles des disparus organisèrent des funérailles pour les morts qui pouvaient enfin être pleurés. La femme d'Obi pleura enfin, ses yeux vides remplis de vrai chagrin et de vrai soulagement. La malédiction les avait tous libérés. La mère de Kin se rétablit complètement. Elle vendit l'atelier et utilisa l'argent pour ouvrir un petit restaurant. Au-dessus de la porte, elle accrocha une enseigne en bois gravée du nom de son fils et des mots, en mémoire d'un vrai sacrifice. Chaque soir, elle allait au bord de la rivière et déposait des fleurs sur l'eau. Parfois, quand la lune était brillante, elle jurait voir le reflet de Kin dans le courant, lui souriant en retour. Mama Gei lui rendait souvent visite. La vieille femme s'asseyait avec la mère de Kin et lui disait « Ton fils était plus courageux que la plupart. Il a choisi la liberté des autres plutôt que sa propre vie. » La rivière se souvient de telles choses. Les jeunes d'Oudiako commencèrent à raconter l'histoire de Kin, la transmettant d'ami en ami, s'avertissant mutuellement des raccourcis vers la richesse, des marchés trop beaux pour être vrais, des rivières qu'il ne fallait pas croire. Et toujours, ils terminaient l'histoire de la même manière que la mère de Kin, debout près de l'eau, des fleurs à la main, chuchotant au courant. S'il savait seulement ce qu'il faut endurer pour devenir milliardaire, il aurait choisi de rester pauvre mais libre. Et maintenant, nous le savons, parce qu'il a payé le prix pour que nous puissions apprendre. Que son nom ne soit jamais oublié. Que son sacrifice nous enseigne pour toujours. Toutes les portes vers la richesse ne doivent pas être ouvertes. Certaines rivières ne doivent jamais être dérangées, et certains prix sont trop élevés, même pour la richesse.